Très heureuse de recevoir notre premier invité, Monsieur Jacques Salomé, psychosociologue, auteur, conférencier et poète. Il se définit comme un jardinier des relations humaines. Son livre « Si je m'écoutais, je m'entendrais » vient de paraître aux éditions J'ai lu. Ce best-seller coécrit avec Sylvie Galland est un véritable joyau pour le cœur de celles et ceux qui veulent améliorer leurs relations tant avec eux-mêmes qu'avec les autres. Bonjour Jacques, merci d'avoir accepté notre invitation féerique. Votre livre « Si je m'écoutais, je m'entendrais » a un titre très significatif sur notre manière d'être et le désordre parfois dans lequel nous évoluons. Pouvez-vous justement nous expliquer la différence entre écouter et entendre ? Je crois qu'écouter, c'est factuel. Ça veut dire que j'utilise mon audition pour écouter ce qui me vient de l'autre, les messages, les signes, les gestes. Là, j'utilise la vision pour les gestes. Pour ce qui concerne d'entendre, ça relève d'une autre démarche. Ça veut dire essayer de donner du sens à ce que j'écoute. Comment ce qui vient vers moi va s'inscrire dans mon histoire, dans mon imaginaire, dans mes valeurs. Et donc, entendre est plus rare qu'on ne le croit. Nous écoutons et nous avons souvent du mal à entendre. Et pourtant, c'est une de nos aspirations les plus importantes. Parmi nos besoins relationnels, il y a le besoin d'être entendu. Et d'être entendu dans le registre dans lequel je parle. Si je pars dans ce registre-là, je vais être entendu dans ce registre-là. Quand j'avais 8 ans, j'étais amoureux d'une petite fille qui m'a dit « je t'aime ». 15 jours après, elle m'a dit « je t'aime plus ». Je rentrais chez moi et je dis à ma mère « maman, je suis triste, Marion ne m'aime plus ». Elle me répond « une de perdue, 10 de retrouvée ». Elle a écouté que Marion m'avait quitté, mais elle n'a pas entendu ce qui était le plus important, ma tristesse. Et c'est de ça dont nous avons besoin, fondamentalement, d'être entendus. Votre livre nous permet de mieux décrypter et comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et comment avancer le plus sereinement possible pour une meilleure qualité de vie tant au niveau relationnel que spirituel. Vous abordez d'ailleurs de nombreuses thématiques, notamment la communication entre parents-enfants. Pouvez-vous nous parler de la source de confusion entre ordonner et interdire et l'injonction sur les sentiments et le ressenti ? Ma grand-mère disait « je viens du pays de mon enfance ». Nous venons tous du pays de notre enfance. Et ce pays, eh bien, il est habité principalement par nos parents. Moi, j'ai été élevé principalement par ma mère, dont j'ai reçu le b.a.-ba de la communication. Communiquer, ça veut dire mettre en commun, de la part de cette femme. Et paradoxalement, c'est une relation parmi les plus difficiles, les relations parents-enfants. Parce que beaucoup de parents mélangent ce que j'appelle les sentiments et la relation. Quand ça ne va pas sur la relation, quand ça va mal sur la relation, ils se défaussent très souvent sur les sentiments. « Mais tu sais, mon chéri, je t'aime, je fais ça pour ton bien ». Alors que nous avons besoin que cette relation soit nourrie, et qu'elle soit nourrie de la part de nos parents, puisque nous sommes en construction, qu'elle soit nourrie par 2 types de messages. Des messages positifs, des messages au fond qui font du bien à celui qui le reçoit. Et puis, elle est nourrie trop souvent, hélas, aussi par des messages négatifs, des disqualifications, des jugements de valeur, des critiques, etc. Et quand nous recevons dans notre éducation d'enfance trop de messages négatifs, nous avons du mal à nous aimer, nous avons du mal à nous construire, et cela va laisser des traces durables dans notre devenir, plus tard d'homme ou de femme. Justement, ces conditionnements nous abîment parfois. Comment réparer cela de façon lumineuse ? On a été définis par nos parents qui nous ont dicté ce qu'on devait faire, pas faire, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, qui on devait aimer, pas aimer, etc. Et nous avons plus tard beaucoup de mal à nous réapproprier un pouvoir de vie qui consiste à s'auto-définir par soi-même, autrement dit, sortir des définitions. Moi, j'étais un cancre à l'école. Et pendant des années, j'ai porté cette étiquette cancre dont je n'avais aucune confiance en moi. Je ne pensais pas que je pourrais faire des études. Encore moins que je pourrais écrire 60 livres, comme ça a été le cas, etc. Donc, j'ai vécu comme ça dans une
une hétéro-définition de moi-même extrêmement négative. Il a fallu que je parte à la conquête de ma propre histoire, et d'où le titre de ce livre. Si je m'écoutais, je m'entendrais, et j'essaierais d'entendre ce qu'il y a de bon en moi, et pas simplement ce qu'on a cru voir de mauvais ou de négatif, ou qui me rejetait dans le néant de mon enfance. Du coup, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes parents qui souhaitent enchanter leurs enfants et les propulser peut-être dans un monde doux et merveilleux? Le meilleur conseil que je peux donner à un parent, c'est de leur faire comprendre que il ne suffit pas d'aimer un enfant, il faut lui apprendre à s'aimer. Alors aimer, c'est de l'ordre des sentiments. Lui, apprendre à s'aimer, c'est de l'ordre de la relation. Et apprendre à s'aimer, ça consiste à essayer d'envoyer le plus de messages positifs à un enfant, de le valoriser, autrement dit, de répondre à ce que j'appelle ses besoins relationnels. Lui permettre de se dire, chez moi on ne parlait pas à table. Quand je tentais de me dire, on me disait, attends, tais-toi, tu vas encore dire des bêtises, tu diras ça plus tard. Voilà. Donc j'étais censuré sur le dire. Besoin de se dire, besoin d'être entendu, et pas uniquement écouté. Besoin d'être reconnu tel que je suis, et pas tel qu'on me voit. Besoin d'être valorisé, d'avoir le sentiment que j'ai une valeur, pas uniquement pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Comme enfant, j'avais le sentiment de n'avoir de la valeur que si j'avais fait mon lit, si j'avais bien travaillé à l'école, etc., ce qui n'était jamais le cas. Donc pendant toute mon enfance, j'avais le sentiment que je n'avais aucune valeur. Et c'est la jeune fille de mes 17 ans qui en me disant « je t'aime », m'a donné le sentiment que d'un seul coup, je pouvais avoir de la valeur pour quelqu'un. Besoin d'intimité, besoin d'influencer, de créer, et surtout un dernier besoin de rêver. Besoin de rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qu'après-demain sera meilleur que demain. Dans notre société moderne, nous disons communiquer grâce aux moyens techniques, certes bien pratiques, les mails, SMS, Internet, mais finalement, n'est-ce pas une façon de se cacher derrière nos peurs, nos doutes, notamment dans nos relations privées et amoureuses? Alors, nous vivons une société de paradoxes. C'est vrai que nous avons des outils de communication incroyablement puissants, formidables, vous les avez rappelés, mais ce type de communication, il me semble, favorise ce que j'appelle, moi, la communication de consommation. Et ce que je défends dans mes livres, c'est la communication relationnelle, la communication qui nous relie à quelqu'un. Nous avons privilégié la communication avec le lointain. En quelques secondes, je peux appeler quelqu'un qui est à 15 000 km à Tokyo, mais je mets 6 mois à adresser la parole à ma voisine de palier qui prend le même ascenseur que moi. Donc nous avons privilégié aujourd'hui la communication avec le lointain au détriment de la communication avec le prochain. Et c'est vrai qu'il y a une véritable crise de la communication. Parce que je voudrais rappeler que communiquer, ça veut dire mettre en commun. Et ça veut dire mettre en commun autour de 4 démarches qu'on pourra un jour enseigner à l'école maternelle, puisque je me bats pour qu'on enseigne la communication à l'école comme une discipline à part entière. Oser demander, oser donner, oser recevoir, oser refuser. Vous avez là les 4 ancrages d'une communication. Quand l'un de ces points manque dans un échange, que ce soit avec les parents, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit au travail, eh bien la communication est bancale, la communication est un peu avortée, elle n'est pas vivante, elle n'est pas relationnelle, elle devient très rapidement réactionnelle. Donc je me bats pour qu'on enseigne un jour la communication relationnelle à l'école, une sorte d'écologie relationnelle qui pourrait comme ça se développer dans le monde de demain. Pour les adultes que nous sommes, quelle potion magique concocteriez-vous pour établir une relation et une communication réussie? Alors, il n'y a pas de potion magique, il y a d'abord une prise de conscience. Avoir l'honnêteté de découvrir pour chacun d'entre nous, adultes, hommes ou femmes, que nous sommes des infirmes de la communication. Parce que personne nous a appris à communiquer. Nous sommes dans l'improvisation permanente. Alors certains ont un plus grand talent que d'autres, ont, disons, plus de facilité à se dire ou à entendre peut-être, et surtout à écouter. Mais comme nous sommes des handicapés, cette improvisation n'est pas suffisante. Dans ces relations, vous dites qu'il est important de différencier l'autre dans ce qui lui appartient, c'est-à-dire... Alors,
J'enseigne que nous sommes toujours trois dans une relation. Je ne l'ai pas amené, là c'est dommage. L'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. Je symbolise souvent cette relation par une écharpe. Nourrir une relation, que ce soit une relation parentale, une relation de couple, une relation professionnelle, une relation sociale, une relation amicale, c'est essayer de transmettre le plus de messages positifs à l'autre et éventuellement d'en recevoir de lui en retour et d'éviter d'envoyer des messages toxiques. Et si par hasard j'en envoie, de dire à l'autre, écoute, si un mot, un geste de ma part t'a blessé, est-ce que tu peux me le renvoyer? Est-ce que tu peux me le restituer symboliquement? Tu prends un petit coquillage, un caillou en me disant, eh bien, quand tu m'as traité d'idiot tout à l'heure, c'était pas bon pour moi, ce message toxique, idiot, je te le restitue. Vous voyez, remettre à l'autre, remettre chez l'autre ce qui n'est pas bon pour nous. La nécessité de répondre aux besoins de l'autre est-il un piège? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'être adulte? Eh bien, être adulte, c'est prendre la responsabilité de la satisfaction de ses propres désirs et de ses propres besoins. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être adulte pour moi? Eh bien, c'est être quelqu'un qui prend en charge ses besoins. J'avais dit à mes enfants, à mes filles en particulier, si vous rencontrez un garçon amoureux qui te dit j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi, fuyez à toutes jambes, parce qu'il va vous mettre au service de ses besoins. Or, ce n'est pas ça une relation vivante. Une relation vivante, c'est une relation dans laquelle chacun des deux est responsable de ses besoins. Il va en partager le plaisir. Il va pouvoir partager également des désirs, que ce soit dans le domaine de la sexualité, le domaine de prendre des vacances ensemble, de rêver d'avoir une maison dans l'Ardèche ou dans les Alpes, qu'importe. C'est la notion de partage. Le fait de vouloir mettre l'autre au service de ses besoins, c'est le plus grand des terrorismes relationnels. Nous confondons souvent amour et attachement. Qu'en est-il vraiment? Au niveau de l'amour, un malentendu en français, beaucoup de gens appellent sentiment ce qui relève du ressenti. Ils disent j'ai un sentiment de colère. Ce n'est pas un sentiment la colère, c'est un ressenti. Au fond, il n'y en a qu'un sentiment, c'est l'amour. J'ai de l'amour en moi en direction de cette personne ou je n'en ai pas. Elle a de l'amour en elle, dans ma direction ou pas, ou dans la direction d'un autre. Pour ce qui concerne l'attachement, ce n'est pas de l'ordre des sentiments l'attachement, c'est de l'ordre de la relation. On est attaché à quelqu'un, en fait, quand on pressent qu'il va répondre à un besoin très archaïque, un besoin très ancien. Par exemple, c'était le mien, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être sécurisé. Jacques, c'est un véritable bonheur que de partager ce moment avec vous. Vous rayonnez. Quel est votre secret? Secret, si secret il y a, c'est le fait donc de découvrir que j'étais un infirme, un handicapé de la communication et qu'il a fallu avoir le courage de sortir de cet handicap et d'apprendre, oui, à communiquer, à mettre en commun. Dans les grands cheminements de ma vie, il a fallu que je me remette en cause, que j'apprenne à me mettre au monde. Parce que, au fond, la vie n'est qu'une succession de naissances. Nous passons l'essentiel de notre existence à nous mettre au monde. D'un battement d'ailes, si je pouvais exaucer l'un de vos vœux, lequel serait-il? Mon rêve serait qu'un jour, les enfants apprenant la communication à l'école puissent apprendre à papa, maman à communiquer. Dis-moi qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que je reviens avec un zéro. Dis-moi ton inquiétude, ta colère. Mais arrête de me traiter de fumiste. Ne me parle plus sur moi. Apprends à parler de toi, à moi. C'est comme ça que je vais te rencontrer, papa ou maman. Vous voyez, les enfants pourraient apprendre à leurs propres parents quelques règles d'hygiène relationnelle. Merci infiniment, Jacques, pour ce moment de partage. Je rappelle que votre livre « Si je m'écoutais, je m'entendrais », coécrit avec Sylvie Galland, vient de sortir aux éditions J'ai lu.